Matata Ponyo Mapone, bonjour. Bonjour. Les événements meurtriers du 19 mai à Kinshasa, est-ce qu'il s'agit selon vous d'une tentative de coup d'État ou d'une tentative d'assassinat? Il est pour moi difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État. Une tentative de coup d'État vise effectivement à mettre fin au pouvoir d'un chef d'État, alors que dans les cas d'espèce, on a vu que cette tentative a visé plutôt la résidence d'un ex-ministre de l'économie, d'un député élu, devenu président de l'Assemblée nationale depuis la semaine dernière. Et donc je crois que c'était pas au sens propre un coup d'État. Quand son domicile a été attaqué, Vital Kamerhe n'avait pas encore été élu président de l'Assemblée. Plusieurs partis de la coalition présidentielle de l'Union sacrée espéraient encore pouvoir l'empêcher de prendre le perchoir. Peut-il y avoir un lien entre l'attaque de son domicile et cette compétition pour le perchoir? Bon, écoutez, beaucoup des gens spéculent sur cette relation, mais moi, en tant que professionnel politique, je crois qu'il faut laisser les conclusions de l'enquête pouvoir déterminer quel type de relation existe entre cette tentative d'élimination physique et son élection au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ça ne va pas créer un climat de méfiance au sein de la coalition présidentielle? Bon, il va sans dire que ça va effectivement affecter le climat de confiance. Ce type de situation est de nature à créer des tensions entre les opérateurs politiques parce que la méfiance va pouvoir s'installer et les gens seront appelés à devenir beaucoup plus prudents. Et donc moi je pense qu'il y a moyen de pouvoir plaider pour une certaine détente politique. Matata Ponyo Mapone, vous venez de publier avec Jean-Paul Tsassa « Économie politique des malédictions du développement » aux éditions Bruyantes, un livre dans lequel vous partez en guerre contre les idées reçues sur le sous-développement. Quelles sont ces idées reçues ? La première théorie essaye d'expliquer la relation qui existe entre la localisation géographique ou le climat et le développement. Et c'est ce que nous avons qualifié de la malédiction du climat ou l'explication du sous-développement par la localisation géographique. Et par le climat tropical. Et par le climat tropical. Mais c'est une fausse explication. Cette thèse, pour nous, n'est pas suffisante. Elle paraît cohérente, mais nous la classons comme étant une analyse qui n'est pas très approfondie. Pourquoi ? Parce que nous voyons par exemple, à ce qui concerne le pays à climat tropical, qu'il y en a qui sont avancés, le Brésil par exemple. Deuxième explication possible du sous-développement, dites-vous, ce que vous appelez le binôme culture-race. Là aussi, nous avons essayé d'examiner parce qu'il y a des études théoriques et empiriques qui affirment que la culture et la race peuvent expliquer le sous-développement. Mais nous prenons les cas des deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Deux pays qui ont la même culture, qui ont la même race, mais la Corée du Sud est de loin plus avancée que la Corée du Nord. Donc là aussi, la race et la culture n'est pas à mesure d'expliquer de manière tout à fait fondamentale les différentiels du développement. Troisième explication possible du sous-développement, dites-vous, la malédiction des ressources naturelles. Mais là aussi, vous n'y croyez pas ? Non, parce que ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance, c'est-à-dire que les ressources naturelles peuvent expliquer certains sous-développements, comme la RDC, qui est un exemple typique. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont des ressources naturelles, comme le Botswana, qui sont avancés. Si nous montons au nord, vous avez la Norvège, qui est un pays qui a beaucoup de ressources. Les États-Unis aussi ont des ressources. Les Canada. Mais ces pays ne sont pas pour autant sous-développés. Alors, quelle est, d'après vous, la vraie cause du sous-développement d'un pays comme le vôtre ? Bon, peut-être bien avant d'arriver à la vraie cause, peut-être que je pourrais aussi évoquer cette malédiction du Fonds monétaire international, parce que certaines études théoriques et empiriques essayent de dire que tous les pays qui ont été en programme avec le Fonds monétaire international affichent des croissances très très faibles. Mais là aussi, l'étude que nous avons développée démontre à suffisance que ce n'est pas une cause suffisante. Alors, quelle est la vraie cause ? Les vraies causes, nous avons ce que nous avons appelé les malédictions des institutions et les malédictions de leadership. Ce que nous pouvons considérer comme les vraies causes du sous-développement. Parce que l'étude qui a été menée notamment par Douglas North, Acemoglu et James Robinson démontre que les institutions de qualité expliquent le progrès et le développement. C'est ce que disait Barack Obama dans un célèbre discours au Ghana. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Des institutions fortes. Et les institutions de faible qualité entraînent le sous-développement. Et les institutions de qualité, celles dont a parlé Obama, favorisent la
bonne gouvernance, l'état des droits, la promotion du secteur privé. Mais cette malédiction des institutions, elle nous paraît aussi pas très fondamentale, parce que la malédiction de leadership, c'est celle qui explique la malédiction des institutions. Pourquoi? Parce que les institutions sont créées par les hommes. Ce sont les hommes qui produisent les institutions de qualité ou les institutions de faible qualité. Donc vous allez plus loin qu'Obama, vous dites qu'il ne peut pas y avoir de bonnes institutions sans de bons leaders. Effectivement, parce qu'avec le temps, le leadership n'a plus la même vigueur. Donc ce sont les hommes qui produisent les bonnes institutions, qui les consolident et qui les solidifient. Y a-t-il eu dans l'histoire de votre pays, la République démocratique du Congo, des leaders compétents? Bon, écoutez, dans ce livre d'ailleurs, nous essayons de démontrer par rapport à la malédiction du Fonds monétaire international qu'entre 2012 et 2016, j'étais Premier ministre, un leadership de qualité a permis de pouvoir produire des institutions de qualité qui ont permis d'avoir un taux de croissance moyen sur 5 ans de 7,7% contre une moyenne de 3,5% pour l'ensemble du continent africain. Et en dehors de vous-même, Matata Ponyo Mapone, y a-t-il eu dans l'histoire du Congo un Premier ministre, voire un président compétent? Bon, bien sûr, le Premier ministre Lumumba, je crois que c'est un homme de valeur. Malheureusement, le Premier ministre Lumumba n'a pas eu le temps de travailler pendant longtemps, comme vous le savez. Il est mort quelques temps après donc l'accès de notre pays à l'indépendance. Y a-t-il dans l'histoire de l'Afrique un président ou un Premier ministre qui a montré ses compétences de leader ces dernières années? Je crois que nous avons plusieurs pays. Vous avez aujourd'hui le cas de l'Éthiopie qui est en train de démontrer. D'ailleurs, le Premier ministre a reçu le prix Nobel d'ailleurs. Et vous avez une société de transport public aérien comme Ethiopian Airlines qui fait quand même la fierté aujourd'hui du continent africain. Et ça, c'est un produit d'un leadership de qualité. C'est le seul pays que vous donneriez en exemple sur le continent parce qu'il est très contesté, vous le savez, sur le plan des droits de l'homme, notamment depuis la guerre civile avec le Tigré. Vous savez, sur cette question-là, il faut plutôt analyser les choses globalement parce que même le meilleur leadership ne manque pas de faiblesses. L'une des conditions d'un bon leadership, Matata Ponyo Mapone, c'est, dites-vous, l'intégrité, le refus de toute corruption. Or, vous-même, vous êtes accusé, en ce moment, par la justice congolaise, d'être impliqué dans le détournement de quelques 115 millions d'euros d'argent public. C'était lors du lancement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, à l'époque où vous étiez le Premier ministre du président Kabila. Le procès doit s'ouvrir à Kinshasa le 22 juillet. Qu'est-ce que vous répondez à vos accusateurs? Bon, écoutez, les leaders, c'est créer des ennemis et des adversaires farouches. Tout le monde le sait que ce projet était porteur d'espoir pour le peuple congolais. C'est un projet qui avait l'ambition de révolutionner le secteur agricole, de garantir pendant les 10 ans une certaine autosuffisance alimentaire. Et donc, nous avons lancé ce projet de parc agro-industriel dont le point d'inflexion, c'est-à-dire le point où les coûts de production devaient être égaux aux ventes, c'est-à-dire que les ventes devaient équivaloir aux coûts de production, c'était dans les 5 ans. Avant 5 ans, ce projet devait être financé par le gouvernement. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et pour souci de gouvernance, nous avons confié ce projet dans un partenariat public-privé à une entreprise professionnelle sud-africaine qui a reconnu avoir reçu tous les fonds et qui a témoigné par écrit n'avoir remis aucun dollar à quelqu'un du gouvernement congolais et encore moins au Premier ministre. Et ces écrits ont été certifiés par des autorités compétentes sud-africaines. Mais comment pouvez-vous poursuivre un Premier ministre qui n'a jamais été impliqué ni de loin ni de près à la gestion de ce projet? Pour votre information, ce procès est plutôt politique. Pour avoir refusé d'intégrer l'Union sacrée, c'est-à-dire d'approcher la famille présidentielle, on m'a promis le procès. Mais ce procès, c'est quand même l'un des dénis de la démocratie dans notre pays, l'un des dénis de la justice, parce que la constitution congolaise ne permet pas de poursuivre un ancien Premier ministre. Mais malheureusement, la constitution, qui est au-dessus de tout le monde, est violée systématiquement. Et si ce procès s'ouvre comme prévu le 22 juillet, vous serez présent au tribunal? Mais je n'ai jamais fui. Ça fait 3 ans que ce procès m'est intenté pour avoir refusé d'intégrer l'Union sacrée. L'exil m'a été offert. J'ai refusé de m'exiler. Donc, je serai dans mon pays et je demanderai à ce que la Constitution soit respectée. Bon, j'espère que ces poursuites vont pouvoir s'arrêter parce que la raison principale, c'était que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Donc, le président a été élu et donc, je crois que ce feuilleton des mauvais augures va pouvoir s'arrêter. À la présidentielle de décembre dernier, Matata Ponyo Mapone, vous avez d'abord été candidat, puis vous vous êtes rallié à la candidature de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, vous êtes député
député national. Vous avez été élu à Kindu dans le Maniema avec l'un des meilleurs scores enregistrés aux législatives du 20 décembre dernier. Vous allez vous situer où? Du côté de l'opposition ou du côté de la majorité? C'est vrai, c'est très bien de le rappeler. Je suis l'un des meilleurs élus de la République démocratique du Congo, compte tenu de mon attachement dans cette ville natale. Et je dois vous dire en toute sincérité, la volonté de ceux qui m'ont élu, c'est de rester dans l'opposition. Et donc, je vais demeurer dans l'opposition. Matata Ponyo Mapon, merci. Idengo politicien escroc walibaka kura zenu walai escroc na politique ya tuti ngambo politicien escroc Jado Mangwengwe monsieur le courant où est le courant politicien amani iko wapi rescapé des massacres Kizerbo escroc iko wapi ile plante contre Nyonyi Mwanakawa Kirotongo politicien escroc Carly na maplake zenu mwache kunyanyasa raia ongea na wale waliokuweka ili uwe gavana politicien mimi mtoto Beni naishi wasiwasi nimezoea mateso politicien escroc basolda bazokufa kaka pono baskeche na bido politicien escroc raia hiyo usiseme wamekuambolewa oh najua hii itanifunga sababu itakwaza lakini haitaniua politicien bali mtosha Bwana Kawa ili asiweke maneno wazi wazi baka mmezesha bui